Salut les confinés, j'espère que vous allez bien, que ces 2 semaines de confinement n'ont pas été trop dures et que les 2 semaines qui s'annoncent vont être les plus agréables pour vous, les plus joyeuses et j'espère pleines d'espoir parce que on l'a vu dans les dernières émissions qu'on a pu faire ensemble, il y a quand même un petit peu d'espoir derrière cette crise du coronavirus. Moi, il y a juste une question que je me pose et on l'a posée régulièrement dans l'émission, c'est la capacité du gouvernement à préparer la façon dont ils se sont organisés en amont de cette crise du coronavirus qui a été désastreuse. Et on l'a évoqué régulièrement, mais on n'est jamais rentré assez dans le détail. Moi, je constate pourtant qu'au début de la crise, on n'avait que 117 millions de masques en France, zéro stock de masques FFP2 qui sont pourtant les seuls capables de protéger un individu contre ce coronavirus complètement. Donc je pense qu'il y a quelque chose à voir là-dessus et j'aimerais bien avoir vos avis, avoir vos analyses et un peu les interrogations que vous avez pu vous faire quant à cette question de la préparation industrielle et de la capacité de notre État à réagir à ce genre de crise qui, on l'a vu, a été moindre. Ouais, c'est vrai que c'est très intéressant à ce niveau-là comme période parce que c'est quand même le moment où on se rend compte non seulement que le gouvernement a été régulièrement alerté sur toutes les situations de pénurie qui allaient nous mettre en difficulté et sur lesquelles on bute aujourd'hui pour mettre en place une stratégie qui soit à la hauteur de la situation. Tu parlais des masques, c'est vrai que par exemple là-dessus, quand on reprend les articles qui sont sortis par exemple début mars, on voit qu'au 3 mars, je crois, un producteur de masques français alertait le gouvernement depuis 6 semaines, à l'en croire, sur le problème qui allait se poser parce que y avait encore quelques lieux de production en France, mais qu'il y avait une capacité de production insuffisante, d'autant plus que en fait, le carnet de commandes était entièrement rempli par les demandes venues de l'étranger et que du coup, le gouvernement français, passant après, se réveillant trop tard, se retrouvait dans l'incapacité d'être livré par les entreprises françaises. Donc là, déjà, ça met vraiment en lumière l'absurdité de ne pas avoir veillé à cette souveraineté, en fait, nationale sur la production des masques, mais ça va se vérifier sur tout le reste, les médicaments, les tests sur le coronavirus, etc. Enfin, et là, d'ailleurs, Romain, toi, il y a un point sur lequel tu peux témoigner particulièrement. Ouais, on a aussi besoin particulièrement pour cette maladie qui attaque les voies respiratoires, de bouteilles d'oxygène, de respirateurs, etc. Pour simplement permettre aux gens de survivre et de ne pas avoir de problèmes pulmonaires. Et là, du coup, le gouvernement s'en est rendu compte. Alors, on peut toujours lui reprocher ces délais de réactivité, mais bon, peut-être qu'à Paris, la connexion n'est pas aussi bonne qu'à Clermont-Ferrand, j'en sais rien. Mais en tout cas, la Air Liquide, qui est une entreprise du coup installée en France qui remplit des bouteilles avec de l'oxygène, annonce qu'elle va tripler, voire quadrupler sa production en mars, avril et mai, justement pour répondre aux besoins des hôpitaux en bouteilles d'oxygène. Sauf qu'il y a un problème, c'est que pour mettre de l'oxygène dans une bouteille, il faut avoir la bouteille. Et la seule usine d'Europe hors Royaume-Uni qui fabrique ces bouteilles-là, elle est à Gerzat, à côté de Clermont-Ferrand, et elle est menacée de fermeture. Ça fait 15 mois que les salariés sont mobilisés, 15 mois qu'ils alertent, et 15 mois que tout le monde littéralement s'en fout. Et voilà, donc la CGT appelle à la nationalisation du site pour relancer immédiatement la production donc, de bouteilles, de contenants, qui est un savoir-faire unique au monde par ailleurs. Et le gouvernement n'a toujours pas pris de décision. Et on a vraiment l'impression qu'ils attendent. On ne sait pas, la pénurie de bouteilles d'oxygène. Enfin, c'est extrêmement inquiétant comme manière de gérer ça. Alors qu'il y a quand même un délai, hein, même si les travailleurs peuvent reprendre la production immédiatement, il y aura un délai pour la production des premières bouteilles. Il n'y a pas de temps à perdre là-dessus. Moi, je me demande s'ils sont motivés par l'intérêt général ou par leur dogmatisme au final. Et est-ce que d'ailleurs, j'ai vu que dans certains pays, ils réquisitionnaient des entreprises automobiles, des usines de production automobile, pour fabriquer les bouteilles d'oxygène en question. Est-ce que tu sais si c'est le cas en France? Non, ça, je ne sais pas. Faudra que je me renseigne. Ce que je sais par contre, c'est que les normes sont extrêmement strictes
en France, en tout cas, pour les fabrications des bouteilles d'oxygène. Et il y a des contrôles qualité qui sont vraiment très stricts pour éviter que la bouteille explose. On ne peut pas se permettre que dans un hôpital ou chez une personne qui est sous assistance respiratoire, la bouteille explose parce qu'elle a un défaut. Donc c'est une production qui est très particulière, où il y a un process de production très technique, avec des machines gigantesques qui coûtent extrêmement cher. Et tout ça, on l'a sur Gerza. Je ne sais pas si dans les usines d'automobiles, c'est possible. Peut-être qu'il y a des passerelles, mais je ne saurais pas dire. Justement, ce que j'allais dire maintenant, c'est que le plus problématique dans la gestion de la crise, c'est pas tellement le niveau de la prévention, parce que bon, on a bien compris que niveau prévention, il n'était pas très bon, mais c'est sur le niveau de réactivité du gouvernement, en fait. Parce que quand on regarde, par exemple, aux États-Unis, ce qui est en train de se passer, justement, tu en parlais des réquisitions d'entreprises. Là-bas, je crois qu'ils fabriquent, justement, les entreprises automobiles fabriquent les respirateurs parce qu'ils en manquent. Et nous, on n'est pas capable de réquisitionner des grandes entreprises pour fabriquer des masques, pour fabriquer, etc. Alors qu'on a quand même un bastion industriel qui reste quand même compétent. Et nous, on n'est pas capable de faire ça, on n'est pas capable de demander. Et bien sûr, les grands patrons, on les a pas trop entendus dans cette crise pour venir en aide au peuple, quoi. Bien sûr. Et puis, en fait, ça met en lumière simplement la doctrine et l'idéologie du gouvernement qui sacrifie l'humain au profit de l'économie. Le 20 juillet 2017, dans un tweet, Emmanuel Macron nous disait: Je ne laisserai personne dire que les dépenses budgétaires se font au détriment de votre sécurité. Et ça, aujourd'hui, on voit complètement le contre-pied à cette phrase. Je ne laisserai personne dire que les dépenses budgétaires se font au détriment de notre sécurité. Et pourtant, il ferme des entreprises qui nous permettent de survivre. Et pourtant, ils refusent de payer des masques suffisamment tôt pendant la crise pour faire des dépenses. Et pourtant, ils refusent d'avoir un stock stratégique de masques FFP2. On voit très bien que les dépenses sont faites au détriment de notre sécurité. On voit très bien où se place ce gouvernement. Et quand on a Bruno Le Maire qui nous dit il faut sauver l'économie, il faut sauver le capitalisme, et il nous faut un capitalisme à visage humain, on croirait rêver. On croirait rêver dans un moment où tout le monde est en danger comme ça et où le gouvernement n'a rien su faire. On croirait rêver dans un moment où le gouvernement a mis l'économie en premier plan et a oublié sacrifier l'humain sur l'autel de cette économie mondialisée. Alors, donc, c'est pas seulement une question de non-préparation, c'est pas seulement une question d'irrespect des consignes sanitaires, c'est pas seulement une question de manque d'anticipation, et c'est une question de mise en danger, si ce n'est volontaire, du moins idéologique et mortifère de la société. Oui, parce qu'en plus, là, on parle des productions de matériel de santé, mais évidemment, la production industrielle, la question se pose aussi de façon aiguë en ce moment sur les médicaments, sur les laboratoires pharmaceutiques. Si on pense évidemment au Doliprane, ce qui s'est posé en fait en gros le même problème que pour les masques, c'est-à-dire que le fournisseur officiel et principal c'était la Chine où toutes les chaînes de production étaient à l'arrêt. Donc on s'est retrouvé à rationner le Doliprane, c'est quand même assez stupéfiant, on n'aurait pas imaginé ça il y a quelque temps. Il y a aussi tout ce débat autour de la chloroquine, de ce traitement. On ne va pas trancher ici pour savoir s'il est efficace, urgent de le mettre en place, etc. Chacun a son avis sur la question, mais on n'est pas médecin. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a comme ça, il est clair que ça constitue une piste sérieuse, même aux yeux du gouvernement à l'heure actuelle, et qu'en réalité, comme pour les masques, comme pour les tests, on risque de se retrouver, si jamais il s'avère qu'il faut y avoir recours et que ça peut effectivement sauver des vies massivement, et en fait, on va se retrouver en rupture de stock comme pour tout le reste, puisque le seul labo qui fabriquait de la chloroquine était en dépôt de bilan. Alors maintenant, elle tourne à bloc tout en étant en dépôt de bilan. C'est une situation complètement farfelue. Mais comme quoi, en fait, ça montre à quel point la fameuse main du marché est absolument inapte à faire une sélection cohérente qui nous permette d'être réactifs sur les sujets vitaux. Et là, voilà, tout simplement parce que la loi du marché, de la concurrence de tous contre tous, elle va aller vers les profits à court terme. Or, tout ce qui va permettre d'anticiper une crise, c'est typiquement pas rentable à court terme, et c'est dans la prévoyance, dans l'anticipation, et donc c'est sur du long terme. On pourrait dire la même chose d'ailleurs sur la recherche. C'est pas tout à fait la question industrielle, mais c'est exactement les mêmes problématiques qui mettent à mal toute cette doctrine néolibérale, qui nous ont servi.
Et ce que ça montre aussi, c'est qu'au final, toute cette stratégie libérale, etc., elle nous a fait perdre toute souveraineté dans plein de secteurs clés, le secteur pharmaceutique, le secteur industriel, etc. Et c'est ce qui permet, enfin, c'est ce qui nous met en danger aujourd'hui, en fait. Et là, j'espère que les gouvernements le gouvernement et les politiciens vont réfléchir à cette perte de souveraineté qui met en danger clairement la population française, en fait. Bien sûr. Et quand on Ouais, voit que le gouvernement a cessé de commander des masques à la seule usine de production française qui avait une énorme production, c'était, je crois, en Bretagne, à Plaintel, quelque chose comme ça, une usine qui s'appelle Sperian, qui produisait 200 millions de masques par an. Le gouvernement a cessé les commandes auprès de cette usine en 2012. On se rend bien compte que le gouvernement est complètement irresponsable et n'a que faire en fait d'avoir un propre stock stratégique qui permette de sauver sa population. L'État n'est plus au service des citoyens aujourd'hui, il est au service d'un capitalisme mondialisé. Et ça, il faut vraiment qu'on renverse la table et qu'on se permette de reprendre le pouvoir là-dessus et de reprendre notre souveraineté, parce que la souveraineté, c'est ça, et c'est important pour protéger les citoyens. alors j'ai une bonne nouvelle là-dessus. C'est qu'on a trouvé un allié inattendu dans la banque d'affaires Natixis. Ça vous dit quelque chose? Absolument pas. Parce que c'est sur la page de Coralie Delhomme que j'ai vu ça juste avant qu'on se retrouve. Truc incroyable, une note écho qui est parue aujourd'hui sur le site de Natixis et qui annonce, mais vraiment, enfin, c'est ce que nous on dit depuis bien longtemps maintenant, mais c'est listé point par point. C'est-à-dire qu'ils annoncent rien de moins que la fin du capitalisme néolibéral suite à la crise du coronavirus. Et ils disent donc qu'il faut s'y préparer. La fin de la globalisation, donc le recentrage sur l'échelle régionale plutôt que mondiale. La fin de l'austérité parce qu'il va falloir couvrir les frais de santé, les indemnisations chômage et que tout ça, ça va rendre impossible les politiques d'austérité partout où elles avaient cours, c'est-à-dire en l'occurrence sur la zone euro, dans l'Union européenne, on va voir d'après Natixis que tout ça va cesser. Et puis l'augmentation la revalorisation de tous les processus de sécurité sociale, y compris aux États-Unis, etc. Donc c'est vraiment, là c'est une victoire politique sur le papier. Moi, ce que j'allais dire quand même, c'est qu'à mon avis, quand on dit que le coronavirus va faire la preuve par l'exemple absolu qu'il faut mettre fin à cette politique économique-là, je pense quand même que les politiciens vont avoir besoin d'un gros coup de main d'un gros rappel à l'issue de cette crise pour ne pas repartir tout de suite dans ce qui nous a mis dans le mur depuis des années, quoi. Donc il faudra vraiment qu'on soit là, dès maintenant, on prenne marque et qu'on prenne date, quoi. Ouais, j'aimerais juste aussi rebondir là-dessus, c'est avoir une rétrospective avec ce qui s'est passé en 2008, au moment de la crise des subprimes et après la crise des subprimes. Donc ça a été la crise des subprimes, certains l'ont vu venir, hein. Il y a eu des économistes et puis des traders qui l'ont vu venir et qui ont vu cette bulle spéculative exploser sur les prix immobiliers à taux variable. La crise du coronavirus, c'est un peu différent, mais en tout cas, le mécanisme reste le même. Après 2008, rien n'a été fait pour mettre hors d'eau l'économie réelle de la spéculation. C'est-à-dire que la spéculation a continué sur un certain nombre de domaines assez essentiels, l'immobilier, les produits agricoles, etc. Et les banques de dépôt et les banques d'investissement n'ont pas été séparées pour protéger l'épargne des gens des logiques de rentabilité de court terme. Donc, en fait, c'est pas parce qu'il y a une crise financière qu'il y a forcément un changement de logiciel politique. C'est ça, je pense, que en fait, l'enseignement de ces dernières décennies, c'est qu'une crise ne conduit pas forcément au changement. Donc, effectivement, Manon, je te rejoins complètement. C'est à nous d'être extrêmement vigilants parce que là, le gouvernement joue la montre. Ils disent surtout pas de polémique maintenant, union sacrée et tout le tintouin. Mais en réalité, ils espèrent jouer la montre. Ils espèrent que après la crise, on voudra aller profiter du beau temps et sortir un peu s'aérer plutôt que de faire de la politique. Il va falloir faire de la politique après. Oui, et on en fera et le peuple sera là. Pardon, Sacha, il faudra pas oublier que Macron a quand même été élu a été élu grâce à l'argent de grands patrons et qu'eux ne se laisseront pas faire. Donc, faudra pas les oublier eux non plus. Bien sûr. Ouais. Bon, Il y a du boulot les encore. copains,
Merci pour cette discussion, merci pour ces premières pistes qu'on a pu faire ensemble et qu'on a pu créer ensemble, dont on a pu discuter et qui sont des belles perspectives pour l'avenir et qui donnent assez d'espoir quand même dans ce peuple qui toujours se recrée, dans ce peuple qui toujours se soulève et qui ne se laissera jamais faire et qui ne se laissera plus jamais faire après la démonstration crasse de l'incompétence de nos dirigeants sur cette crise du coronavirus. En attendant, une grosse bise à tous ceux qui sont encore, après 2 semaines, en première ligne, à tous les soignants, à tous les caissiers. Et Edouard Philippe a fait la liste mieux que moi avant-hier dans cette grande démonstration de cynisme. Nous, on le fait avec sincérité et avec honnêteté. Donc bravo à eux, bravo à tous ceux qui sont en première liste. Et bravo à vous, bon courage dans votre confinement. Et on se retrouve demain, vous ou d'autres, avec d'autres confinés, pour continuer ces belles discussions et créer ensemble les conditions d'une nouvelle éruption populaire. Alors, salut. Salut, à plus tard.